qui entretient des rapports désastreux avec les différents régimes révolutionnaires. Cette relation dégénéra au point tel que le général Berthier enlève... Napoléon Bonaparte, lorsqu'il prend le pouvoir en novembre 1799, fixe la ligne politique qu'il entend suivre, c'est-à-dire achever, terminer la Révolution. La Révolution est finie, explique-t-il, elle est fixée aux principes qui l'ont commencé. Ces principes, ce sont les principes de 1789, la liberté, l'égalité. Il n'entend pas aller au-delà, il n'entend pas prolonger le processus révolutionnaire comme le souhaitent un certain nombre de ses contemporains. Si l'égalité civile est respectée, avec parfois quelques accros, comme par exemple la fondation de la noblesse d'Empire, il n'en est pas de même des libertés, et en ce sens, on peut considérer que la période napoléonienne est une période qui revient en arrière en imposant un régime autoritaire dans lequel les libertés seront de plus en plus brimées au fur et à mesure des années, que ce soit la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté de presse, et même les assemblées ont été contraintes. Le seul qui domine véritablement, c'est Napoléon, seul maître à bord, qui décide de tout, quasiment, sans avoir à en référer à personne. Le Code civil, adopté en 1804, est un code de loi général pour l'ensemble du pays, qui est censé réglementer la vie en société. Il est fondé sur deux piliers, la famille et la propriété. La famille est conçue, dans ce cadre, à l'image de l'État napoléonien, c'est-à-dire que le chef de famille, le père, est comme le chef de l'État, il a autorité sur ces sujets que sont sa femme et ses enfants. Quant aux femmes, elles passent de la tutelle de leur père à la tutelle de leur mari, sont considérées comme des mineurs, n'ont aucun droit spécifique, elles n'ont par exemple pas le droit d'acheter en leur nom propre, elles ne gèrent pas les biens même lorsqu'ils viennent de l'héritage de leurs parents, elles n'ont aucun droit et doivent toujours se référer à leur mari pour acter telle ou telle décision, se porter en justice par exemple. Au début de la Révolution, les femmes ont conquis l'égalité avec les hommes par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une égalité qui est théorique, puisque si l'on regarde le terrain politique, les femmes n'obtiendront jamais le droit de vote malgré des revendications fortes. Elles ont participé à l'action révolutionnaire, elles sont considérées comme citoyennes, on les voit dans les journées révolutionnaires, mais elles ne conquièrent pas ces droits politiques. En matière de droit civil, en revanche, la laïcisation du mariage en septembre 1792 est très importante parce qu'elle libère les femmes. Désormais, les femmes peuvent se marier librement sans avoir besoin d'avoir l'accord de leurs parents et se marier hors de l'Église puisque le mariage civil, par définition, signifie que l'Église n'est plus nécessairement présente. En 1792, le divorce est une des principales conquêtes. Pour les femmes, d'ailleurs, ce sont les femmes qui vont le plus avoir recours au divorce dans les années suivantes. On divorce relativement beaucoup dans la France révolutionnaire et on peut le faire communément puisqu'il suffit finalement de s'entendre avec son mari pour divorcer. On peut aussi obtenir le divorce après 5 années de séparation des époux. Cette question du divorce va être reprise par le Code civil en 1804, après d'âpres débats, mais les conditions pour divorcer en 1804 sont plus contraignantes. Par exemple, si l'on veut se séparer de sa femme ou de son mari, on peut invoquer l'adultère, mais la femme doit prouver que l'adultère a eu lieu dans le cadre du domicile conjugal, alors que le mari, et c'est là aussi une forme d'inégalité entre les sexes, le mari doit prouver que l'adultère a eu lieu où que ce soit. Après la chute définitive de Napoléon en 1815, les régimes successifs, la Restauration, la monarchie de Juillet et puis les régimes suivants vont conserver le Code civil et ne guère y apporter d'amendements. Cela signifie que les femmes ont un statut équivalent à celui qu'elles avaient sous l'Empire. Les monarques, comme le second, étaient le droit recevaient donc leur pouvoir. Cette situation est évidemment intolérable pour le Vatican.